Comment est-ce qu'on fait pour faire comme les bêtes, être à notre juste place, de pas trop déborder sur les autres? Ça, ce serait quand même assez génial. On entend un... C'est le grand écran. Ça, c'est mon père qui est de l'autre côté. C'est notre sifflement de ralliement. Ah, c'est vrai, c'est Ouais, c'est qu'on a dans le film. C'est vraiment lui. C'est quoi ton meilleur souvenir? C'est quand j'ai vu pour la première fois le grand tétra. Ça a été un grand moment, ouais. Ça fait longtemps, plus de 35 ans que je suis dehors à filmer les animaux, à les photographier. Et là, je me suis dit que c'était le moment, j'approche la cinquantaine, d'être un relais et puis d'être ou plutôt même un trait d'union entre deux générations. Donc mon fils, j'ai qu'un enfant, c'est un garçon qui a 12 ans, et puis mon père qui m'a tout appris en tout cas sur comment se comporter, comment habiter la forêt, comment est-ce qu'on s'efface, et comment est-ce qu'on prend le temps de s'émerveiller de tout ce qu'il y a autour. Simon, il a l'âge que j'avais quand j'ai fait ma première photo. J'avais 12 ans, et il s'est passé comme un espèce d'énorme déclic grâce à une rencontre avec un chevreuil où j'étais tout seul. Mon père était beaucoup plus loin, à l'affût. Et c'était un moment mais hallucinant qui a fait basculer le chemin de ma vie, quoi. Après, j'ai vraiment consacré ma vie à essayer de revivre des instants comme celui-ci. Et tout ça pour dire que je trouvais que ce sont des âges à 12 ans, 10-12 ans, même 14 ans, où il se passe des choses. On peut vraiment avoir comme un choc et que ça oriente un peu notre vie. Donc voilà, c'était une envie de partager cet enseignement de mon père, et puis d'avoir cette fraîcheur, cet émerveillement, cette insouciance de mon gamin. Et moi, juste un peu caché, j'essaye de les filmer, un peu de manière très animale, et tout en leurs échanges au coin du feu, dans une cabane, et puis après sur le terrain. Cet oiseau vivait dans les Vosges depuis plus de 10 000 ans. En 50 ans, j'assiste à sa disparition. On vit la disparition d'un oiseau totémique, un oiseau qu'elle a depuis des dizaines de milliers d'années, donc c'est quand même pas rien, c'est comme le dodo, quoi. C'est un oiseau qui représente la forêt, le sauvage. Donc il y a de quoi vraiment être complètement dans une grande tristesse et puis s'effondrer, franchement, parce que nous, le fait qu'il soit plus là, c'est quand même hyper fort, comme me dit mon père, il en avait des larmes, hein. Et en même temps, il y a ces notes du vivant qui sont quand même toujours là, quoi. Il y a ce petit troglodyte qui vient lui dire, en gros, bah ouais, mais moi aussi j'existe, il y a encore de la vie, quoi. Et le grand tétra, c'est pas parce qu'il a disparu. En l'occurrence, on a essayé de tout faire, mon père et puis toute une équipe de naturalistes, pour préserver son milieu, sa forêt, parce qu'il était exigeant. Et en l'occurrence, c'est là, le réchauffement climatique, nous on peut pas, quoi. On est démunis par rapport à ça. On n'a plus d'hiver comme on avait dans les Vosges. Lui est armé pour le froid. Donc il faut pas être dans un déni en disant voilà, c'est une réalité, mais de continuer à protéger l'existant. Et puis peut-être s'armer, c'est franchement le message du film, qu'est-ce qu'une vraie forêt? Sous son aspect très poétique et très contemplatif, il y a quand même des messages en filigrane qui sont ceux-là, qui sont qu'est-ce qu'une forêt résistante par rapport à ce qui va nous arriver? Une forêt vivante, une forêt qui chante, on entend les petites mésanges. Et il faut qu'on travaille là-dessus, et c'est pour ça que l'ONF, en l'occurrence, ou les forestiers, c'est aussi un hommage. Ils ont une responsabilité. Comment on continue de prendre, mais avec raison? Comment est-ce qu'on fait pour que nos forêts ne soient pas des champs d'arbres, mais que ça reste une forêt d'un bien commun, pas que pour l'homme, mais pour tout un ensemble d'êtres vivants, pour avoir cette résistance, quoi. On entend un... C'est le grand écran. Ça, c'est mon père qui est de l'autre côté. C'est notre sifflement de ralliement. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est qu'on a dans le film. C'est vraiment lui. C'est ce qui m'a appris, c'est de rentrer en forêt sur la pointe des pieds, discret, s'effacer. Et donc après, il y a tout un monde qui s'illumine, c'est quand même assez magique. Et donc c'est de pas être bruyant, quoi, et de pas parler ou de s'appeler, de crier en forêt. Donc on utilise là c'est le sifflement du loriot qu'on utilise pour essayer de se retrouver sur le terrain. Le monde sauvage, c'est un monde invisible, mais qui laisse des traces. Ça bouge dans le fond. Tu veux te réveiller dans la nuit pour écouter les chouettes? Ah non, moi je veux dormir là. Faut qu'on aille dans le Grand Nord. Et tu penses qu'on va revoir des tétras? On a des chances de les entendre, mais de les voir, c'est moins sûr.
Comment est-ce qu'on retrouve une espèce d'harmonie, un respect, une espèce de loyauté envers tout ce qui nous entoure? Comment est-ce qu'on fait pour faire comme les bêtes, être à notre juste place, de pas trop déborder sur les autres? Ça, ce serait quand même assez génial. Et qu'est-ce qui est prioritaire, quoi? Et c'est pas juste que l'homme est l'homme. C'est revenir, redescendre un peu de notre piédestal. Ça m'agace quand on parle d'une espèce. Moi, je le vois avec les gens avec qui je parle de temps en temps. Tout de suite, ils vont parler de l'espèce en fonction de leur intérêt personnel ou propre. Mais pourquoi? Elle a le droit de vivre comme ça. On parle du castor. Ah bah, s'il fait des dégâts, il coupe des arbres. Le renard, maintenant, c'est un nuisible, il bouffe mes poules. Le loup, non, c'est une saloperie, on n'en a pas, nos anciens ils l'ont éradiqué, c'est pour une bonne raison, mais il a son rôle. On est submergé, on a du mal à tuer tous les sangliers, les ongulés qu'il y a, il a un rôle énorme chez nous. Mais comment est-ce qu'on retrouve une harmonie? C'est un peu bateau de dire ça, mais comment est-ce qu'on cohabite différemment sans tout de suite avoir une espèce de haine ou envers un animal parce qu'il nous pose un problème? C'est quand même fou, quoi. Je trouve que notre société nous a un peu fracassé cette capacité à se nourrir de toute cette beauté, de cette poésie qui nous entoure. S'il y avait un message, ce serait de ralentir, d'aller dehors. C'est presque une nourriture un peu spirituelle dont on a tous besoin, franchement. Et sans qu'on s'en rende compte, elle nous fait un bien fou. Elle nous remplit. Et c'est ça, quoi. C'est de donner envie d'aller dehors et puis de ralentir, de s'émerveiller. Premier vol. Excellent. Regarde comme il est maladroit. Mais j'adore cette petite tête, quoi. Un vrai petit punk. Un peu comme toi au réveil, Simon. Je pense que l'émerveillement est un levier d'action pour se remplir de cette énergie-là et puis d'être acteur, de préserver tout ça. C'est un peu la magie du cinéma. On est entouré, on est enveloppé par des sons, des micros. On peut pas scroller, on peut pas faire x2. Donc j'impose un rythme qui est souvent quand même celui de la nature. On n'est pas dans le sensationnel, on est plutôt dans l'intime. Et c'est sans trop de paroles. Hein. Nous, on chuchote, on murmure, mais on laisse la parole aux bêtes, justement. Il y a une dimension sonore qui est, avec les sons de nature qui est très forte. Et on le voit, mon père, il a toujours le regard pétillant. Il continue à construire des cabanes et des affûts à 78 ans. Donc, il a toujours cette capacité à s'émerveiller. Et ça, c'est quand même assez riche. Et nous, je pense qu'on a tous ce capital-là, mais qui est plus ou moins endormi. Et là, c'est une tentative de le réveiller un peu. Ouais, je crois. Et de manière sensitive. Encore des histoires.